Alors, le pacte des migrants qui continue de défrayer la manchette ici et ailleurs, il a été adopté. On se demande toujours exactement quelles en sont les implications juridiques, quelle en est la réalité, l'impact. Ceux qui l'ont signé en minimisent la portée. Certains ici, ailleurs en France, disent ben ce sont des millions de migrants au cours des prochaines années. Qui vont être touchés. On en discute tout de suite avec André Sirois, avocat auprès de l'ONU, ex-conseiller juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Bonjour. Bonjour. Votre lecture à vous sur le pacte? Je pense que, tout simplement, il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est un texte qui est très mal écrit, qui est rempli de fautes. On ne sait pas où on s'en va. On le dit clairement, d'ailleurs, parce qu'on dit dans le pacte qu'on adopte le pacte, puis ensuite on dit qu'on va déterminer ce qu'il faut faire et déterminer les raisons. Alors, on ne sait pas du tout où on s'en va avec ça, sauf que il y a plein d'informations piégées là-dedans. Ce pacte-là, c'est un piège. Tout simplement, là. Pour résumer simplement, c'est ça. C'est absolument inhabituel comme document des Nations unies. Mais quelles sont vos craintes? Par exemple, pour le Canada, qui en est un des signataires, qu'est-ce qu'on aurait à craindre? Deux choses. D'abord, il y a beaucoup de tentatives là-dedans de porter atteinte à la souveraineté des États. Et ça, c'est une première chose. L'autre chose, pour ce qui est du Canada, c'est qu'encore une fois, on considère que le Canada est une vache à lait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande majorité des pays, des États qui signent ces documents-là, ne les appliquent pas, ne s'en occupent pas et, dans ce cas-là, ne reçoivent pas d'immigrants, ont des politiques anti-immigrants et n'en recevront jamais en pratique. D'autre part, il y a plein d'États membres des Nations unies qui signent des documents comme ça et qui ne les respectent pas, même une fois qu'ils les ont signés. Le Canada les respecte et le Canada paye et c'est des pays finalement qui reçoivent déjà des immigrants, qui ont déjà des politiques pour aider les immigrants et les migrants qui vont être pris pour respecter toutes sortes de conditions impossibles à respecter finalement. Je pourrais vous donner quelques exemples. Oui. Le premier, c'est qu'il y a là-dedans une phrase que je pourrais vous lire, mais c'est tellement du charabia que ça ne vaut pas la peine. Mais il y a une phrase qui dit très clairement que si on l'interprète comme on devrait l'interpréter, le Canada devrait recueillir et s'occuper et aider tous les chômeurs du monde. C'est comme ça que ça peut être interprété. Tous les chômeurs du monde qui ont envie de partir de leur pays, précisons. Okay. Oui. Bon, mais pas une fois qu'ils sont partis de leur pays. Et leur trouver de l'emploi ici. Non seulement ça, d'améliorer leurs conditions dans leur pays. Il y a beaucoup de transferts de fonds du Canada ou des pays signataires vers des pays d'où viennent les migrants. Mais ce n'est pas précisé et bien sûr, c'est pas quantifié. On peut parler, dans certains cas, de milliards de dollars. Il faut se rendre compte des chiffres là-dedans. On parle au minimum de 250 millions de personnes en ce moment. Ouais. Et ça, oui. Abordons-le, faisons juste les chiffres. Vous êtes 250 millions, parce que là, on parle en Afrique, dans certaines régions de l'Asie, sur la prochaine décennie, d'un phénomène majeur, là, beaucoup de migrants potentiels. Beaucoup de migrants potentiels, d'autant plus qu'on va les encourager comme ça, immigrants. C'est plus une immigration. Pour ça, Trump a raison, c'est une invasion. On va faciliter une invasion d'étrangers et on va les aider à s'établir comme on n'aide pas nos propres citoyens. Et par la suite, dans 20 ans, avec les enfants qu'ils vont avoir, parce que leur taux de natalité est beaucoup plus élevé que celle des gens du pays d'accueil, ces gens-là vont avoir le contrôle du pays d'accueil. Si on vit en démocratie et que ces enfants-là sont nés ici, ils vont avoir le droit de vote, ils vont avoir le contrôle. Premier contrôle, ils pourraient tout simplement, par exemple, abolir la Charte des droits. C'est tout simple. C'est de la démocratie, ils veulent plus de la Charte des droits, ils l'abolissent. Monsieur Trudeau a quand même été assez clair dans ses réponses sur le fait que le Canada va maintenir ses politiques d'immigration, ses seuils d'immigration, le contrôle de ses frontières. Vous y croyez pas à ça, ce maintien de la souveraineté de chacun des pays? Parce que l'accord dit ça noir sur blanc, là, chaque pays garde sa souveraineté.
Ce n'est pas ce que dit l'accord dans la pratique et le risque, c'est que tôt ou tard, on finit toujours par tirer la corde et par prendre des mesures qui ne respectent pas la souveraineté. C'est la tendance générale de certains documents des Nations Unies en ce moment et des accords bilatéraux dans certains cas ou multilatéraux. C'est de tenter de faire des brèches dans la souveraineté des États. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Il y a une chose, par exemple, qu'on trouve dans le rapport tout le long, et il faudrait pouvoir poser des questions aux gens qui ont rédigé ça. Mais A, on ne sait pas qui a rédigé ça. B, c'est extrêmement difficile de trouver le texte de l'accord lui-même, et personne n'a le temps de commencer à éplucher ça pour poser des questions. Moi, je vais en poser une très simple. Dans tout l'accord, on parle de problématiques femmes-hommes. C'est littéralement ce qu'on dit. On ne parle plus du tout, jamais, pas une fois, d'égalité des hommes et des femmes. On parle de problématiques femmes-hommes. Ça, d'après moi et d'après ce que je sais, ça vient de certains pays musulmans qui veulent, et de pays où la femme est subordonnée à l'homme, des pays traditionnels, très traditionnels, par exemple des pays où les femmes ne peuvent pas aller chez le médecin seules, ou dans certains cas ne peuvent pas du tout aller chez le médecin. C'est-à-dire que pour permettre la signature de tout le monde, on change, on parle plus d'égalité. On parle plus d'égalité. On ne respecte même pas à ce moment-là la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le document principal des Nations unies. Madame Arbour, Madame Louise Arbour, une Canadienne qui a présidé là, toute cette opération maintenant au pacte de Marrakech sur l'immigration, disait les gens qui, comme vous, expriment toutes ces craintes concernant la portée du pacte sont soit dans l'ignorance ou soit dans la mauvaise foi, là. Bien, si on est dans l'ignorance, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui vient répondre à nos questions? Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir le texte? Pourquoi est-ce que le texte n'est pas présenté à la Chambre des communes pour être débattu par... Ça vous a surpris, ça, qu'il y ait eu aussi peu de débats à la Chambre des communes? Mais absolument. Je pense, moi, qu'on est simplement à l'étape où on commence à parler de ce pacte-là, puis on nous permet d'en parler. Il est déjà signé. On le signe, puis on nous dit, bon, ben allez-y, maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ça revient à ça. Comment se fait-il qu'on n'ait pas débattu de ce pacte-là à la Chambre, que personne n'ait pu en parler? Parmi les pays, parce qu'on dit quand même, bon, 80 à 85 des pays du monde l'ont signé. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre des signataires, comment dire, qui sont à peine concernés? C'est-à-dire que les pays qui sont très pauvres, où personne ne veut migrer, apposent leur signature. Ça vaut ce que ça vaut. Là, vous avez parfaitement raison. C'est un problème de fond. C'est que dans la réalité... Il y a combien de pays qui accueillent des migrants? L'Amérique du Nord, l'Europe, quelques pays d'Asie? L'Europe de l'Ouest, pas même l'Europe de l'Ouest. Non, dans les faits, ça vise vraiment un tout petit nombre d'États membres. Et en plus, c'est des États membres qui ont déjà des politiques pour accueillir les immigrants et qui font déjà beaucoup pour accueillir tous les migrants. Et d'un autre côté, vous avez des pays dans certains cas qui sont pas plus grands que des petites villes du Québec. Qui sont très pauvres. Qui sont très pauvres. Donc, ils n'accueilleront pas de migrants. Là. Ils signent, mais je veux dire... Vous connaissez combien de Canadiens qui veulent partir puis immigrer au Mali? On n'en connaît pas, puis on n'en connaîtra pas bientôt. Et c'est tout le problème aussi, justement, c'est l'explosion démographique en Afrique. Les chiffres sont effarants. En 2030, je crois, l'Afrique va avoir le tiers de la population du monde. Parce qu'il y a un taux de natalité encore très élevé. Extrêmement élevé. C'est une des choses dont il faut parler, c'est le contrôle des naissances. L'Organisation des Nations Unies, qui est responsable de ça, a été comme mise à l'écart. On n'en parle plus jamais parce que, pour des raisons religieuses, entre autres, les gens sont contre la limitation des naissances. Alors, le FNUAP a été complètement mis de côté et on ne parle pas de ça. On ne parle pas là-dedans de ce que les pays d'où viennent les migrants devraient faire pour améliorer leurs conditions. C'est bien par là qu'on devrait commencer. S'il y a des problèmes dans ces pays-là, entre autres parce que ce n'est pas des pays démocratiques, parce que c'est des dictatures très dures, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par régler ces problèmes-là plutôt que de venir faire la leçon aux pays qui accueillent déjà des migrants et qui les traitent très généreusement?
Il y a des problèmes très sérieux là-dedans. On braque, on retourne la machine contre les pays les plus généreux et c'est eux qu'on va blâmer à cause de ce document-là. C'est eux qu'on va blâmer parce que personne, il n'y a pas un pays qui va arriver à remplir toutes ces conditions-là ou qui va arriver à les remplir de façon satisfaisante parce qu'au bout du compte, le texte viserait à ce que tous les individus du monde n'aient plus jamais aucun problème. Ça n'arrivera pas. André Sirois, merci de nous avoir parlé. Merci. Au revoir.